Et on donne la parole à Léa qui a fait elle aussi un remarquable travail, je le suppose, parce que je l'ai déjà entendu parler. C'est la réhabilitation laryngée par le greffe aortique du micro à l'INVIVO. Merci, chers membres de l'Académie, chers confrères. Merci de me laisser l'occasion de vous présenter ce projet auquel j'ai eu la chance de participer dans le cadre de la réalisation du Master 2, qui est intitulé Réhabilitation laryngée par allogreffe aortique de l'in vitro à l'INVIVO et qui est dirigé par un professeur de Brest. Donc un rapide rappel, le larynx est un organe très fonctionnel qui assure déglutition, respiration et phonation. Il est le siège de lésions néoplasiques avancées pour lesquelles le seul traitement curatif que l'on peut proposer est la laryngectomie totale. Après étude de qualité de vie menée par professeur Babin, le trachéostome définitif était la première plainte de ces patients en post-opératoire. Alors, il y a une baisse considérable du nombre de laryngectomies totales, entre autres grâce à l'essor de la chirurgie partielle et des remarquables avancées en radiochimiothérapie avec des protocoles de préservation d'organes. Nous atteignons cependant un seuil de 1200 laryngectomies totales par an, sous lequel nous n'arrivons pas à proposer un autre traitement que la laryngectomie totale. Se pose donc la question de comment rétablir un organe qui est non vital, parce qu'on peut vivre avec un trachéostome définitif, mais si riche d'un point de vue fonctionnel et lourd de conséquences en qualité de vie pour ces patients. Actuellement, 4 voies de recherche sont exploitées en réhabilitation laryngée, avec entre autres la transplantation laryngée, qui n'est actuellement pas proposable aux patients dans un contexte néoplasique en raison d'une immunosuppression au long cours. Une autre voie explorée par entre autres l'hôpital Necker est la réalisation de greffes composites à partir d'autogreffes. En réhabilitation trachéale cette fois, la réhabilitation trachéale est un préambule à la réhabilitation laryngée. Une des voies développées actuellement aussi par professeur Martineau est l'utilisation d'allogreffes aortiques pour réparer des défects trachéaux, avec des résultats assez impressionnants. Les allogreffes sont au préalable cryotraitées, ce qui permet de se passer d'immunosuppression au long cours. Il observait 6 mois après implantation l'apparition d'un épithélium respiratoire à la surface de ces aortes et l'apparition 12 mois à 18 mois après implantation de néo-anneaux La 4e voie de recherche exploitée est l'utilisation de biomatériaux, avec notamment la création au sein de l'équipe de Strasbourg d'un larynx artificiel en titane qui est fait de 2 parties, donc un corps de la prothèse qui prolonge l'axe trachéal sur lequel vient se clipser des valves mécaniques qui viennent recréer le sphincter laryngé. Ce larynx artificiel a été implanté avec succès chez 6 patients, mais a montré certaines limites, avec entre autres une compression de l'axe œsophagien entraînant certains troubles de la déglutition et un défaut d'intégration au tissu avoisinant. Il est donc nécessaire de proposer de nouveaux axes de développement pour ce larynx artificiel. L'idée est venue donc de passer du tout biomatériau vers le presque tout biologique et d'exploiter les formidables résultats obtenus par professeur Martineau au niveau trachéal. L'idée est donc de remplacer le corps de la prothèse qui est actuellement en titane par une allogreffe aortique sur lequel viendraient se greffer dans un second temps des valves cette fois en silicone. Ceci permettrait d'obtenir une meilleure intégration au tissu du receveur, d'augmenter la souplesse et d'éviter ces soucis de compression et troubles de déglutition. Ça simplifierait considérablement la technique chirurgicale et ces greffes sont facilement accessibles au sein de banques comme le FS. Le projet du coup de master s'est axé selon 2 volets, un projet in vitro et un projet in vivo. Le projet in vitro avait pour objectif de recréer donc, au laboratoire les résultats obtenus in vivo par professeur Martineau afin d'espérer comprendre mieux la physiologie qui est imparfaitement expliquée pour l'instant et d'accélérer ce processus. Réaliser l'ingénierie trachéale nécessite d'appréhender 2 volets, d'induire un processus de chondrogénèse pour instaurer des néo-anneaux cartilagineux et restaurer un épithélium respiratoire. Le projet de master auquel je me suis consacrée était du coup destiné à réaliser un processus de chondrogénèse au sein d'une matrice aortique. Les matrices étaient fournies par l'EFS, au préalablement cryotraitées.
Vous avez ici une vue en microscopie électronique à balayage de la surface et de l'épaisseur de la matrice aortique. On observe donc un très dense réseau de fibres de collagène. L'idée est de réussir à instaurer un processus de chondrogénèse. Or, les cellules cartilagineuses, pour se développer, ont besoin d'un environnement tridimensionnel. Il était donc nécessaire, dans un premier temps, de traiter cette matrice aortique pour la rendre propice à la chondrogénèse. L'idée a donc été de la rendre poreuse. Nous avons d'abord essayé des traitements par digestion à la collagénase, qui se sont avérés sans succès. Nous nous sommes tournés ensuite vers la lyophilisation. Donc, les échantillons étaient congelés à -80, placés dans un lyophilisateur pendant 24 heures, ce qui nous permettait d'obtenir l'apparition de pores au sein de la surface de cette matrice et au sein de toute l'épaisseur, comme le montre cette coupe en section. Ce processus a été bien sûr reproduit afin d'en vérifier la reproductibilité. La question ensuite se posait de quelles cellules choisir pour ensemencer les matrices aortiques. Les cellules cartilagineuses ont pour inconvénient de nécessiter un prélèvement invasif pour le donneur et surtout d'avoir une prolifération cellulaire très lente. Nous nous sommes donc tournés vers l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses issues de Gellé-Wharton, qui ont une prolifération cellulaire, elle, très rapide et une grande capacité de différenciation, entre autres, vers la voie chondrogénique. Les cellules souches ont donc été mises en culture, puis ensemencées sur les échantillons aortiques. Le lendemain de l'ensemencement, le milieu de culture était enrichi en facteur de croissance TGF-bêta-3, qui est un facteur de croissance qui permet d'orienter la différenciation cellulaire vers la voie chondrogénique. Les échantillons, une fois ensemencés, ont été observés au microscope confocal après le marquage et en histologie. Et on observe bien une diffusion des cellules au sein de la totalité de l'épaisseur de la matrice, validant donc le processus de lyophilisation pour rendre poreuse la matrice et offrir un environnement 3D favorable à ces cellules. Des tests d'activité métabolique par Alamar Blue ont été réalisés. Vous avez en rouge les échantillons orientés vers une voie de différenciation avec un milieu de culture enrichi en TGF-bêta. Et en bleu, les échantillons T1. On observe une activité métabolique bien moins importante pour les échantillons différenciés. Ceci est en faveur d'une différenciation chondrocytaire, puisque, comme on l'a évoqué juste avant, les cellules cartilagineuses se développent beaucoup moins vite. Une quantification des glycosaminoglycanes a été également faite, ainsi que de la QPCR, afin d'étudier l'expression génique des échantillons. En rouge, toujours les échantillons différenciés contre les échantillons T1 en bleu. On note une forte sécrétion de glycosaminoglycanes dans les échantillons testés, avec une forte expression génique des agrécanes, des métalloprotéases, de RUNX2 et de SOX6. Ceci concourt à un faisceau d'arguments qui oriente effectivement vers un processus de différenciation chondrogénique. Les points à discuter, en effet, on note une forte expression de SOX6 et de RUNX2 en QPCR. Or, ces facteurs orientent vers un phénotype hypertrophique de cellules cartilagineuses. Le phénotype hypertrophique est le premier stade de l'ossification. Il serait donc bon d'affiner un petit peu nos différenciations, peut-être en enrichissant notre milieu de culture en plus de TGF-bêta par du BNT et du FGF. Une autre approche pourrait être le teacher student approach, donc de mettre en co-culture des cellules souches avec des cellules cartilagineuses. Et encore des cultures en hypoxie pourraient également permettre d'affiner ce phénotype. Je ne peux pas vous parler de ces résultats-là sans évoquer les travaux faits par Esteban Brunet, qui est donc un collègue interne en ORL à Reims, qui lui s'est concentré sur la restauration d'un épithélium respiratoire cilié pour son projet de Master 2. Il vous présentera son projet lors de la journée du 14 décembre, plus en détail, pour très rapidement, lui a utilisé des cellules épithéliales humaines d'adénocarcinome pulmonaire qu'il a mis en culture à la surface des aortes, ce qui a permis d'obtenir un épithélium monocouche jointif à la surface de ces matrices. Un projet in vivo a donc été également fait en parallèle en collaboration avec Esteban. Ce projet avait pour objectif d'étudier la faisabilité de la réhabilitation laryngée par allogreffe aortique chez la brebis. 6 aortes ont été prélevées sur monton-mâle dans un abattoir, puis ont été amenées à l'EFS à Saint-Antoine, cryoconservées par professeur Roard. Et elles ont été implantées chez 6 brebis femelles adultes au sein de la fondation Carpentier. Et ces interventions étaient bien sûr sous anesthésie générale.
L'objectif de ce projet in vivo était de tester la validité de l'utilisation de l'allogreffe au niveau du larynx. Professeur Martineau a en effet montré la faisabilité au niveau trachéal. L'objectif était donc là d'évaluer le comportement de cette allogreffe au sein des muscles de la base de langue et de vérifier que l'anastomose tenait sur du long terme. Le montage chirurgical choisi branchait donc l'allogreffe au sein des muscles de la base de langue. Cette anastomose était borne pour éviter toute chute alimentaire au niveau trachéal. Ceci permettait de préserver l'anatomie et la fonction de l'axe pharyngo-laryngé de la brebis et donc se passer d'une trachéotomie au long cours. Les brebis étaient en effet conservées chez l'éleveur pendant 6 mois après l'implantation. En complications post-opératoires, nous avons un hématome cervical apparu à J6 sur une des brebis. La survie à 90 jours était de 100%. Il y a eu un décès au 102e jour chez cette même brebis qui avait fait son hématome. Lors de l'autopsie, nous avons retrouvé un abcès cervical qui avait comprimé le stent et qui l'avait poussé dans la lumière trachéale. Les résultats, donc 6 mois après, vous avez ici donc la pièce, une des pièces d'exérèse avec en l'analyse macroscopique retrouvait du coup une très bonne intégration de cette allogreffe qui avait vraiment fusionné avec la base de langue. Il n'y avait pas de nécrose, pas de défect ni de lâchage de suture au niveau de cette anastomose. Les résultats histologiques montraient donc une colonisation de ce greffon par de nombreuses cellules sur la totalité de l'épaisseur de l'allogreffe, avec même l'apparition de néovascularisation. Se pose la question de l'origine des cellules qui ont colonisé ce greffon. Actuellement, des tests d'hybridation in situ et la recherche du gène SRY sont en cours. En effet, nous avions implanté des allogreffes provenant d'organismes femelles chez des individus mâles, ce qui va nous permettre de différencier l'origine des cellules ayant colonisé le greffon. Les axes de développement pour la suite, qui seront développés dans nos thèses de sciences par Esteban et moi, l'objectif est ensuite de réussir à faire des co-cultures avec les cellules respiratoires, l'Esteban et les cellules souches, qui seront optimisées au sein d'un bioréacteur. Ces co-cultures, une fois optimisées, nous testerons sur une approche in vivo à nouveau chez la brebis, afin de comparer si la différence entre l'implantation des allogreffes nues avec des implantations d'allogreffes déjà pré-traitées et ensemencées. Donc en conclusion, l'objectif final de ce projet est la réalisation d'un larynx hybride qui combinerait ingénierie tissulaire, allogreffe et biomatériaux avec des valves en silicone. Ceci nécessite une collaboration pluridisciplinaire indispensable entre chercheurs et chirurgiens. Et afin d'espérer pouvoir fournir des solutions aux patients laryngectomisés. Je vous remercie. Des questions, des admirations, ou des admirateurs parce que... Non, je crois que c'est... vous avez dit que c'est comment il s'appelle, Stéphane Esteban Bonnet. Il viendra ici donc, je crois. Le 14, tout à fait. Donc vous les mettre ensemble, à la suite. Mais ça nous laisse dans le suspense. Donc vous reviendrez le combien le 15 décembre pour cette annonce. Vous serez là, j'espère. Malheureusement, non. Il n'y a pas de questions sur ces jeux. Je pense que s'il n'y a aucune question, il y a un commentaire. C'est pour nous, si vous voulez, juste un remarquable travail associant de l'ingénierie tissulaire, de la biologie moléculaire, de la chirurgie. Et en plus, je trouve que cette collaboration, vous connaissiez avant tous les deux ou pas De vue par les cours de BEST, non du tout, ça a été vraiment une formidable opportunité pour nous, puisque le professeur Martineau et le professeur Desbris nous ont laissé travailler vraiment ensemble. Et je pense que c'est une collaboration qui va durer dans le temps. Et en plus, vous avez réuni deux patrons, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut toujours vers le secrétaire général, c'est pas facile parce que la priorité de la greffe trachéale, tout ça, il y a de la rivalité difficile en plus là dans l'ingénierie. Voilà. Je voulais juste faire remarquer qu'on voit qu'un travail qui marche dans la durée, parce que je crois qu'Emmanuel a commencé ça il y a très longtemps maintenant, et qu'il a tenu la distance, ce qui n'est pas forcément évident, et qu'on voit l'extension de ce travail, donc je trouve ça assez remarquable. Oui, tout à fait, et puis il a été très présent pour nous tout au long de l'année, avec de riches conseils pour les techniques chirurgicales. Je vais vous poser une autre question totalement indiscrète. Est-ce que par ailleurs il vous laisse opérer un peu? Alors moi je suis en train d'ORL.
Vous opérez en ERL, vous laisse travailler un peu. Oui, M. Debré est là, bien sûr. Il est là, il laisse opérer ses internes. Oui, bien sûr. On les laisse. Non, je vous félicite parce que ça pose bien tout le problème de la recherche, de l'engagement, de comment les faire. Si tu veux dire un mot là-dessus, c'est pas évident, je trouve, de mettre tout ça en scène, c'est pas facile, c'est important. Tout d'abord, merci Léa. Oui, là vous avez dit aussi la bonne chose, c'est en fait il faut vraiment être au long cours, parce que les travaux d'Emmanuel Martineau, maintenant on se connaît depuis longtemps, etc., ont été vraiment faits depuis ont débuté il y a longtemps, et nous aussi, parce qu'en fait ça fait quasiment 20 ans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de présenter il y a fort longtemps, le temps passe vite, ici tout à fait les travaux préliminaires, et c'est vrai que c'est une grande satisfaction de voir que ça continue. On avait donc fait les premières en 2012, mais en fait je crois que la chose la plus importante c'est d'abord d'être motivé, de pouvoir en plus avoir l'ensemble des axes effectivement fondamentaux, chirurgiens, etc., et de les maintenir au très long terme, ce qui s'est passé, notamment avec nos unités INSERM, et puis faut tenir dans le temps, non seulement une génération, mais plusieurs générations, mais je crois que c'est un des fondements en fait de ce qu'on fait, et une des grandes motivations aussi pour arriver à des concepts qui sont souvent très très longs en fait à obtenir, et qui sont des grandes ambitions. Bien, merci beaucoup, et rendez-vous encore.